Bonjour Lucas. Bonjour Polo. Voilà, je voudrais savoir quelles sont les différentes stratégies que toi tu mets en place dans la location à courte durée. Polo, avant de te répondre, je vais quand même baliser un peu le business. Hmm, En réalité, il faut comprendre qu'il y a deux grandes stratégies qui se dégagent dans la location courte durée. mhm, Tu vas avoir la stratégie en tant que propriétaire, donc la stratégie du propriétaire, et tu vas avoir la stratégie du locataire. Et la stratégie du propriétaire, c'est simple. Il achète son terrain, il construit, il meuble, il met en location, il commence son business. hmm, Par contre, tu vas également avoir la stratégie du locataire. Et dans la stratégie du locataire, en fait, tu as deux approches. Tu as celui qui va louer un appartement, il va le meubler. En 3 semaines, un mois, 2 mois, grand maximum, s'il avait peut-être quelques rafraîchissements à faire dans l'appartement. Ensuite, il met son appartement en ligne. Ça y est, c'est bon, il peut commencer à recevoir ses premiers clients. Et puis, tu as une autre approche qui est l'approche la plus puissante que beaucoup de gens ne savent pas et pourtant c'est là-bas qu'il y a du vrai argent à se faire. C'est que tu vas louer une villa, une maison banale classique, comme on en trouve tout le temps dans nos villes, et tu vas faire des travaux, tu vas faire des transformations, tu vas faire des divisions, etc. Enfin, peut-être quand je parle des travaux, on a l'impression que c'est la mer à boire, hmm. mais en réalité, c'est que tu rentres dans une maison, tu as les murs qui font les séparations des chambres, des douches, machin, etc. Tu les fais tomber, tu réorganises juste à l'intérieur, tu sors des appartements indépendants. Et puis à la fin, tu peux avoir 4 5 6 7 appartements en fonction de la superficie de la maison. Et là, tu te mets à l'exploiter. Et là, c'est beaucoup plus puissant. Ça veut dire qu'avec un seul bail, tu parviens à avoir plusieurs lots finalement. Hmm. C'est comme quelqu'un avec un seul crédit immobilier, par exemple en Occident, il achète un immeuble de rapport. Donc toi, tu achètes un appartement avec ton crédit immo. Moi, j'achète un immeuble de rapport avec mon crédit immo. Une fois qu'on a terminé l'achat, on a signé chez le notaire. Quand on sort tous les deux de chez le notaire, toi tu reçois avec un appartement et moi je reçois avec plusieurs appartements. En Ouais. réalité, c'est ça. Hmm. Donc, imaginons, tu le loues à 500 euros et moi je reçois peut-être avec 4 5 appartements, je reloue à 500 euros. On a suivi exactement le même parcours, mais à la sortie, je me fais 2500 € de revenus et toi, tu te fais 500 € de revenus. Et donc, c'est ça, pour répondre à ta question, celle qui est ma stratégie, c'est que non seulement je suis locataire, mais en plus de ça, je fais des transformations. Hmm. Mais pourquoi je suis locataire? Je ne suis pas simplement locataire parce que je n'ai pas moi-même la volonté d'être propriétaire. C'est pas ça la raison. C'est que pour être j'ai choisi d'être locataire pour le moment pour trois raisons principales. La première, c'est que ça ne demande pas le financement, la trésorerie que ça demanderait si je devais être propriétaire. Propriétaire, oui. Parce que ce qu'aujourd'hui j'utilise pour faire mes travaux ne suffirait même pas pour acheter le terrain. C'est ça. En réalité, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que ça me permet de tester mon positionnement, ma cible. Ça veut dire que je peux me positionner, par exemple, je me dis, OK, je vais viser les familles. Donc les couples avec un, deux, trois enfants. Et donc ça veut dire qu'il faut des appartements d'au moins 2 chambres-salon. Je teste donc les 2 chambres-salon, etc. Et je me rends compte que en fait, il n'y a pas beaucoup de demandes. Ou alors, on a trop de problèmes avec les familles. Parce que les enfants, parfois, ils veulent des jeux. Quand ils partent, ils ont cassé tel truc. Les murs sont sales, il faut refaire la peinture. Quelqu'un vient, une famille prend ta maison pour à peine une semaine. Mais quand ils repartent, tu as l'impression qu'ils sont restés dedans 10 ans. Euh, Là, au moins, si je me rends compte que au final, les 2 chambres-salon, c'est pas le bon positionnement, j'ai la possibilité, j'ai cette flexibilité de retester une autre cible. De tester par exemple avec les voyageurs solo ou en couple maximum sans enfant. Donc les chambres salon en l'occurrence. Et là, je peux tester et me rendre compte que bah, tiens, c'est peut-être là-bas qu'il y a le plus de demandes. Et quels sont les besoins de comprendre quels sont les besoins donc, de cette cible, de quoi ont-ils besoin, quelles sont leurs attentes, etc. Quel est leur mode de vie, machin. En tout cas, de bien comprendre mon positionnement et ma cible. Ça, c'est la deuxième chose. C'est que j'ai une flexibilité pour bien comprendre donc mon marché. Troisièmement, ça va être la localisation. Ça veut dire que je peux commencer par exemple à Daido. Je me rends compte que mais à Daido, contrairement à ce que j'imaginais, les chiffres que j'espérais d'après mes calculs Excel, etc., finalement, les chiffres ne sont pas au rendez-vous. Je teste à quoi? Je teste Bonapriso, je teste Bonanjo, je teste Bali. J'ai cette flexibilité. Hmm. Parce qu'au final, je paye un loyer, je meuble. Et quand je pars, je peux repartir avec mes meubles. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tout ce que j'aurais perdu, c'est peut-être le mois de loyer. Et si jamais j'ai peut-être passé un coup de peinture ou j'ai changé des interrupteurs et tout ça, ça ne vaut même pas 200 000. Hmm. Parce que mes meubles, je les porte et je repars avec.
Et ça me permet de les tester et de tester, de trouver donc la localisation. Ça veut dire que pendant ma phase de locataire, à la fois, je lance le business avec très peu de budget parce que je n'ai pas beaucoup de trésorerie et ça ne demande pas beaucoup de trésorerie. Deuxièmement, je teste ma cible et troisièmement, je teste la localisation. Ça fait que le jour où je deviens propriétaire, je sais exactement où je dois être propriétaire et je sais exactement quelle est ma cible. Mais est-ce que tu es en train de vouloir me dire qu'il vaudrait mieux être locataire que propriétaire? Alors, je ne vais pas opposer les deux approches, Polo, mais en réalité, je vais te dire, pour quelqu'un qui n'est pas en surliquidité, Oui, clairement, il vaudrait mieux qu'il commence d'abord pas par être locataire. par être locataire. Hmm. Parce que tu imagines, tu te positionnes, comme on le disait tout à l'heure, à Daido. Je vais reprendre exactement le même exemple. Tu te positionnes à Daido, tu te mets sur le deux chambres salon, tu lances ton business, tu as acheté le terrain, tu as construit, je ne sais pas en combien de temps, etc. Tu as mis toutes les économies, tu as mis les économies de toute une vie. Et quand enfin tu finis et que tu lances ton business, au bout d'un an, 2 ans, Ça ne marche pas. ça ne décolle pas. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Hmm. Tu vas passer des nuits blanches. Par contre, si c'est un autre qui est en sur-liquidité, il a des business qui tournent comme jamais et qui cherchent des valeurs refuges. Même si ça ne tourne pas, c'est pas grave pour lui. Il peut mettre des locataires classiques, il fait sa location classique, il sait que de toute façon, même s'il l'amortit ça sur 20 ans, 30 ans, en soi, c'est pas un problème. Il sait que le papin, comme Magic System avait dit, ça ne pourrit pas. Donc, il n'est pas pressé, il n'a pas de souci. Mais par contre, si toi, tu cherches un endroit où tu vas mettre tes économies, les économies de toute une vie, et que tu n'es pas plein aux astres, non, je ne te conseillerais pas de te positionner comme propriétaire. C'est une très, très mauvaise idée. Mais est-ce que le bailleur peut se rendre compte, après t'avoir loué l'appartement ou bien la maison, il se rend compte que tu es en train de te faire le chiffre et il décide d'arrêter. Il décide d'arrêter, Oui. qu'il a un bon voyage. Non, mais c'est-à-dire que, voilà, il t'a laissé la maison. Peut-être il se disait, bon, il ne voyait pas véritablement, il n'avait pas mesuré la puissance du bien. Tu es venu, tu as meublé, vous avez signé un contrat. Et après, il te dit, après 10 ans, que c'est mieux que tu laisses ça. En réalité, pour lui, ce n'est pas possible. Parce qu'il faut bien comprendre que, à la vérité, si tu as bétonné ton contrat, il n'est pas en capacité de le casser. Et ça ne dépend pas simplement de sa simple volonté. Il ne suffit pas que le bailleur souhaite rompre le bail pour que l'acte de cessation de bail se fasse. Ce n'est pas possible. Il y a des lois qui encadrent la relation entre un bailleur et son locataire. Par contre, si toi, locataire, tu n'as pas bétonné ton contrat et que ton bailleur s'engouffre dans les failles du bail, là, il sera en capacité de le faire, malheureusement. Et donc, il faut bien savoir comment bétonner le contrat pour que ça n'arrive pas. Mais, somme info, dans l'absolu, admettons que, ok, tu n'as pas bien bétonné ton contrat et qu'il soit en capacité de le rompre. Qu'il y ait des articles qui étaient un peu bancals et qu'il peut s'appuyer dessus pour peut-être rompre ton contrat. Prenons un exemple simple. Tu as une maison qui fait 300 mètres carrés de terrain. Tu as une maison qui est bâtie sur 150 mètres carrés. Donc, tu as un jardin, allez, à l'avant, tu as 100 mètres carrés de jardin. À l'arrière, tu as 50 mètres carrés de jardin. Tu payes, allez, quoi, 250 000 francs CFA de bail, parce que c'est à peu près le loyer mensuel d'une maison. Et à l'intérieur, Polo, tu sors des chambres. Tu fais juste les chambres meublées. Tu dis, bon, allez, je vais pas me prendre la tête. Vraiment, je vais faire les chambres. Ou alors, tu te dis simplement, tu commences par le bas de la pyramide. Tu veux vraiment aller de façon graduelle. Donc, tu commences, tu veux tester, comme on disait tout à l'heure, tu veux tester donc les cibles, ton positionnement. Tu veux tester la chambre, après tu vas tester le studio, après tu vas tester les deux chambres, salon, ainsi de suite. Donc, tu commences par tester les chambres. Et tu sors, allez, tu fais des chambres de quoi? 12, 13 mètres carrés. Tu fais des douches de... C'est vraiment des chambres totalement autonomes, hein, avec douche à l'intérieur. Ah, puisque c'est du meublé que tu veux faire. Tu fais une douche sur 2 mètres carrés. C'est largement suffisant pour une douche pour une douche d'une chambre. Donc, 2 mètres carrés. Tu as ton coin cuisine là qui fait à peine quoi? À peine 1 mètre carré, parce que tu as le plan de travail qui fait 1 mètre. Tu as la profondeur qui fait 60. Tu as ton évier qui va faire peut-être du 30 par 30. Chez Ikea, tu trouves des 30 par 30 faciles. Tu as ta plaque de cuisson en longueur là qui va faire 30-32, ça fait 30-32 centimètres, double foyer. Ça fait qu'il te reste de la place encore pour mettre peut-être l'électroménager, comme par exemple une machine à café, une bouilloire ou même un mixeur. Donc là déjà, tu as ton coin cuisine, tu as ta petite kitchenette, tu as ta douche, tu as ton lit dans un coin qui fait quoi? 160 par 200. Tu vois que tu n'occupes pas grand-chose. Tu fais à peine 2 mètres carrés, 4 mètres carrés au sol. Ça fait à peine 4 mètres carrés. Donc, il te reste encore de la place. Tu te mets une petite penderie là, vite fait, et tu suspends ta télé. Tu as une chambre meublée. Déjà, en faisant ça, tu as déjà fait plus que 90%
les opérateurs sur le marché. Et donc, si tu fais une chambre de 13 mètres carrés, par exemple, ça veut dire que sur les 150 mètres carrés, tu peux en sortir 10. Tu sors 10 chambres, il te reste quoi? 20 mètres carrés à peu près pour les espaces de circulation, machine, etc. Tu sors 10 chambres. Et tu loues, la chambre, elle est quoi? 15-20 000 la nuitée? Supposons que tu loues à 15 000 la nuitée. Ça veut dire que pour les 10 chambres, tu fais 150 000 de chiffre d'affaires. Ça veut dire qu'au bout de 10 jours, Polo, le mois compte 30 jours. Et le taux de remplissage moyen, ça c'est les stats, c'est pas moi, c'est 50%. Donc 50%, ça veut dire que 15 jours. Donc on suppose que tu loues en dessous. En réalité, tu loues un tiers du mois. On dit que tu loues 10 jours le mois, Polo. 10 jours. 1 million. Tu fais 1 million 500. 500. Pour un investissement de quoi? À peine 10 millions, tu fais 1 million 500, Polo. 1 million 500 de revenus mensuels. Ça veut dire qu'au bout d'un an, tu as moitié ton investissement. Mais est-ce que ce n'est pas seulement la littérature, Lucas? La littérature, comment quand on est sur le terrain? Enfin, qu'est-ce que tu veux que je dise? Qu'est-ce que tu... La littérature, comment? Est-ce que c'est des choses que j'ai lues dans les livres? C'est des trucs que j'implémente sur le terrain. Truc, mon bien qui est à Bonamoussa dit pas loin de Santa Lucia. C'est ce que j'ai fait, par exemple. Exactement. Parce que comme je voulais maintenant, désormais, comme j'ai désormais un grand parc, je voulais avoir un parc immobilier où on a un petit peu de tout. Et donc là-bas, j'ai fait 11 chambres. J'ai fait 11 chambres. J'ai sorti 11 chambres meublées. Et tu as des chambres de 20 mètres carrés parce que à chaque fois, je m'arrange toujours à avoir plusieurs offres. J'ai l'entrée des gammes, moyenne gamme et les gammes premium. Donc, celui qui va avoir un petit peu plus d'espace, un peu plus de confort, etc. Il y a deux chambres qui font... Non, il y a une chambre qui fait 20 mètres carrés. Tu as les chambres de 15 mètres carrés et tu as les plus petites chambres qui font 12 mètres carrés. C'est exactement ce que je fais là-bas. Et je m'arrange toujours à garantir quand même le confort. Donc même là-bas, tu vas avoir Internet, tu vas avoir des solutions de backup pour l'eau, tu vas avoir des solutions de backup pour l'électricité. Donc je garantis toujours un certain confort pour que les gens se sentent à l'aise. Que lorsqu'ils payent 15 000, ils s'attendent à quelque chose, je sais pas, de vite fait, mais qu'il arrive, il y a toujours, c'est vraiment le waouh. Désormais, dans mon parc, tu vas avoir des chambres, tu vas avoir des chambres salons, tu vas avoir des deux chambres salons, etc. Mais je sais exactement quel est mon positionnement. Mais seulement, le temps faisant, avec des années, j'ai essayé, voilà, d'agrandir un petit peu mon offre en ayant un peu de tout, en réalité. C'est pour ça que sur ce bien-là, par exemple, j'avais décidé de faire uniquement des chambres. Si je comprends bien, la location à courte durée, c'est peut-être le business de l'heure. En réalité, il n'y a pas beaucoup de business, Polo, qui comportent moins de risques. Parce que je vais te donner les zones de risque dans la location courte durée. Une fois que tu as balisé ces espaces-là, il n'y a pratiquement plus de risques. Parce que si tu prends par exemple un conseil, ça va être quoi le risque une fois que tu as lancé ton business? C'est que si ton locataire, ton concierge ou ta concierge te fait ça peut-être à l'envers, prends les clients dans ton dos sans te dire, le jour où tu découvres, tu changes juste de concierge. Ton bien reste, tout reste. Bon, peut-être tu vas dire le vol. Mais il y a des stratégies certainement pour éviter que la concierge ne détourne les clients. Bien sûr, bien sûr. Par exemple, je te donne un exemple simple. Moi, par exemple, je ne dis jamais, je ne préviens jamais à l'avance qu'un client va arriver. Exactement. Parce que le process est clair. Quand un client sort, maximum 1 heure, le logement doit être prêt. Exactement. Donc, ça veut dire que si je sais que le client, par exemple, est sorti hier et qu'il y a un client qui arrive demain à midi, si je te le dis à 11h50, il n'y a pas de raison que ça ne soit pas prêt. Si tu me dis que ce n'est pas prêt, c'est que soit tu n'as pas fait ton travail, soit il y a quelqu'un et tu ne veux pas me dire. Et puis, tu as les caméras, tu as les serrures connectées. Mais bon, c'est pas la peine de trop les fliquer parce qu'il faut qu'ils aient aussi une marge de manœuvre pour prendre quelqu'un qui vient peut-être pour une sieste et rapidement, ils refont la chambre ou ils refont le studio et ils laissent dispo. Je ne suis pas en train d'encourager le vol, mais je dis simplement qu'il faut vivre avec son contexte. En réalité, je vais te dire, Polo, quand j'ai lancé mon premier business que tu connais très bien de covoiturage, Tolitka, j'ai un grand frère qui m'avait conseillé, je lui fais une dédicace, s'il se souvient, malheureusement, son nom m'échappe. Ah mince. Désolé, mon grand. Il m'avait dit que, parce que j'avais fait un business, comme c'était un business qui était basé sur la tech, c'était la tech, hein. Enfin, je veux dire, on avait une plateforme, machin, tout était Tolika, digitalisé. c'était un business de covoiturage. Oui, oui, c'était une plateforme qui mettait en relation les chauffeurs et les clients et les passagers. Donc, tout était carré. Et les gens avec qui je travaillais ne comptaient que sur leur salaire. La façon que j'avais structuré le business et les flux financiers, il n'y avait pas possibilité qu'un seul centime s'égare. Et donc, à partir de ce moment, les salariés ne comptaient que sur leur propre salaire, leur seul salaire pour pouvoir subvenir à toutes leurs charges. Et mon grand là, Patrice, il s'appelle Patrice. Je te fais un coucou, Patrice. Il me dit, mon petit, il faut savoir que dans ton business là, même si tu payes le gars là 150 000, tu auras toujours le turnover que tu es en train de me dire. Parce que j'avais beaucoup de turnover et je ne comprenais pas pourquoi. Exactement. Ça, on est dans les années 2019.
Je ne comprenais pas pourquoi. Il me dit que parce que un gars va préférer travailler devant un Freeland First Bank, prendre 70 000 plutôt que de travailler chez toi. Il a la possibilité de... Ce n'est pas qu'il va voler. Non, non, pas Mais c'est du que tout. parce qu'il va être sympa avec les usagers, C'est ça. il va avoir les levées de main. Ça fait que le soir, il sait qu'il a l'argent pour manger peut-être un poisson au Brésil, boire une bière et faire sa tontine le dimanche. Et quand son salaire tombe à la fin du mois, c'est pour les grandes charges. Mais chez toi, c'est qu'il faut qu'on travaille 30 jours avant d'avoir le salaire. Même en Angleterre, on a compris qu'il fallait payer chaque semaine. Parce que supporter 30 jours, c'est long. C'est ça. En plus, dans notre contexte où les gens mangent, ils boivent, etc., il y a une telle pression sociale du divertissement que ce n'est pas facile de résister. Tu imagines quelqu'un travaille 30 jours du mois avant d'attendre son salaire, Polo, avec toutes les tentations qu'il y a dehors. C'est pas possible. Et soit il va partir, soit il va finir par taper dans la caisse. Et donc, chaque fois que je lance un business maintenant, sciemment, volontairement, je laisse des vannes, mais je maîtrise le débit. C'est ça. Le débit. Il ne faut pas que les gens sentent qu'ils sont... Donc, il faut que tu laisses des petites ouvertures. Par exemple, tu dis, OK, la chambre, c'est 10 000, c'est 15 000. Moi, je te demande à toi, si le client vient par toi, c'est 10 000, mais c'est 15 000. Officiellement, c'est que c'est 15 000. Mais si c'est toi qui ramènes le client, c'est 10 000. Ça ne m'intéresse pas de savoir combien tu as pris, machin. Même si tu as pris 20 000, ça ne m'intéresse pas. C'est 10 000 quand ça vient de chez toi. Tu laisses donc des petites ouvertures. Il faut que les gens respirent, etc. Et ça fait que chacun trouve son intérêt dans ton business. Tu vois ce que je veux dire? Parce que sinon, c'est ton business qui va devenir le business des gens. Soit ils vont partir, soit toi-même, tu seras le dindon, le dindon de la phase de ton business. Mais c'est vrai. Et c'est pour ça que tu as souvent vu les gens, par exemple, les tenanciers, des buvettes, etc. Ils te disent que son stock ne bouge jamais. La gérante vend plutôt Son stock à elle. Oui, c'est vrai. C'est la réalité du terrain, il faut faire avec. Ce n'est pas que j'encourage, il faut bien qu'on se comprenne. Non, non, non. Je suis pas en train très bien. d'encourager, Non, non. mais c'est que je dis, il faudrait pas qu'on soit dans le déni. On souhaite que les choses changent, mais avant que ça ne change, il faudra que progressivement, ça va se faire progressivement, mais avant que vraiment qu'on atteigne l'objectif final, C'est ça. qu'on comprenne au moins comment ça marche et qu'on essaye vraiment de s'adapter à la réalité. Exactement. Il y a certainement des personnes de la diaspora qui vont regarder cette vidéo et qui ont envie d'investir dans la location à courte durée au pays, que ce soit au Cameroun, au Sénégal et dans plusieurs pays africains. Quels conseils les donnerais-tu? Ça reste toujours le même Polo. Oui. Quand tu investis pour une première fois dans un secteur que tu ne connais pas, soit tu te formes, soit tu te fais accompagner par quelqu'un qui s'y connaît. C'est aussi simple que ça. Vraiment, il n'y a pas 36 000 solutions. On peut donner tous les conseils qu'on veut, mais le terrain, c'est une chose. Les conseils, c'est une autre chose. En réalité, le terrain, c'est le terrain. Parce que tu vas avoir des imprévus. Et puis, on ne peut pas faire étalage de tous les cas de figure possibles. Ce n'est pas, même si je devrais écrire un livre C'est ça. sur les imprévus ou alors les réalités du business ou bien de l'activité de location courte durée, comment gérer, parce que tu vas avoir, parce que en réalité, Tu vas... c'est le tome 1. Mais c'est vrai, parce que, alors, tout à l'heure, je disais que il y a des erreurs fondamentales il faut savoir pour garantir au moins un business serein. Donc, il y avait le bail, il y avait les travaux et il y a la gestion, l'organisation, la gestion du flux financier. Mais c'est que Polo, chaque étape est tellement fondamentale que pendant qu'on se parle, je me rends compte qu'en fait, il y a un élément qu'on n'a jamais évoqué. C'est les agents IMO, parce que tout commence par eux. Le business commence, dès que tu as fini ton étude de marché, tu sais exactement quelle est ta cible, machin. C'est propre. Désormais, tu dis, allez, ça y est, je me lance dès demain. La première personne avec qui tu rentres en contact, c'est l'agent IMO. Et les agents IMO, laisse tomber, c'est des monstres. C'est des monstres. Tu sais comment? C'est incroyable. C'est incroyable. Si tu n'as jamais eu à traiter avec des agents IMO, un agent IMO, il faut savoir, tu vas avoir plusieurs catégories d'agents IMO. Tu en as ceux qui sont très procéduriers. Ils vont te dire, il faut ouvrir, il y a les frais de dossier, 20 000, 25 000. Donc, avant de commencer quoi que ce soit, tu as déjà déposé 25 000. Très bien. Je ne vais pas parler de ceux qui sont honnêtes, parce que ceux qui sont honnêtes, c'est tant mieux. Ils sont très rares, mais ça existe. Je vais te parler simplement de ceux qui sont vraiment, qui font du mal à beaucoup de gens. Il va te dire, ouvre le dossier. Tu ouvres le dossier. Tu vas donc remplir. Ouvrir le dossier demande également à remplir un formulaire. Et dans ce formulaire-là, tu vas remplir, tu vas indiquer donc ce que tu recherches. Une maison comme ça, voilà mes lieux, machin, etc., etc. Et
peut-être dans ton... Soit il va te dire, OK, dans les frais de dossier, tu as droit peut-être à 3 visites, ou à, je dois te présenter 3 biens dans les frais de dossier, ou alors parfois les frais de dossier, ça ne contient rien. Il y a tellement de cas de figure. Et supposons que ça ne contient pas de visite. Et quand tu as fait les visites, il va te dire par exemple que OK, la visite c'est 5 000, c'est 10 000, en fonction du bien, du type de bien que tu cherches. Si tu cherches des biens par exemple à partir de 200, 300 000, il peut te dire c'est 10 000. Si tu cherches des biens de 100 000, il va te dire c'est 5 000. En réalité, ça va dépendre. Ça varie en fonction du type de bien que tu cherches. Et il faut savoir que la visite, tu payes avant de visiter. Oui, bien sûr. Donc ça veut dire que le gars, parfois, qu'est-ce qu'il te fait? Il t'envoie des photos d'une maison dont il n'a même pas les clés. Donc il n'est même pas mandataire. Il a vu ça dans un groupe d'agents IMO. Il a vu que tu cherchais un bien. Tu as peut-être écrit dans un groupe Facebook que tu cherchais un bien IMO. Il prend les photos. Il te dit que j'ai un bien IMO. Il t'envoie les photos. Et le jour de la visite, il te donne rendez-vous. Il te donne d'abord l'argent. Tu t'arrives quelque part. Tu arrives devant la maison. Je ne sais même pas où. Et il commence à dire, il appelle celui qui a la clé. Il ne décroche pas. Il a déjà pris l'argent de la visite. Ou alors, qu'est-ce qu'il fait? Tu demandes par exemple un 2 chambres salon. Il t'envoie les photos peut-être des 2 chambres salon. Mais quand vous partez pour visiter, il n'y a pas de 2 chambres salon. Sérieux? Bien sûr. Bien sûr. Pour simplement, soit avoir l'argent de la visite. Parce que qu'est-ce qui va se passer? C'est que quand tu vas visiter, quand il va te donner rendez-vous pour la visite, tu vas venir, tu vas visiter, tu vas dire que non, ce n'est pas ce type de bien que je voulais. J'étais pourtant bien dit ce que je voulais. Mais pour lui, cette visite-là compte. C'est une visite qui va être due. Ce n'est pas qu'il va dire, OK, comme je n'ai pas respecté les critères, tes critères de recherche, alors on va annuler cette visite, on ne va pas la comptabiliser. Oh que non, il va la comptabiliser. Si tu avais payé, tu l'oublies. Donc c'est comme ça que tu as plein de gens qui, au bout d'un mois d'activité, il peut faire quoi, 200, 300 000 et ne jamais signer un contrat avec un locataire. Pas parce qu'il n'y a pas de maison à louer. Pas parce qu'il n'y a pas de locataire sur le marché, mais parce qu'il ne fait pas le travail. Ou alors parce qu'il n'a pas la volonté de bien faire son travail. Donc, il va te montrer des maisons qui ne correspondent pas à tes critères. Il va t'amener dans des maisons qui ne sont même pas à louer. Mais on a eu ça. On allait visiter une maison pour le propriétaire. Je te dis la vérité, il a commencé à marcher la... Mais comment on fait alors pour éviter ce cas de figure? Mais en réalité, c'est simple. En réalité, c'est simple pour vraiment ces cas de figure. Il faut toujours se dire que tu as un budget que tu vas perdre. Ok. Toujours. Parce que sinon, la méfiance est des deux côtés. Parce que tu as des locataires à qui on a présenté des maisons et les agents IMO étaient sérieux. Ils ont dit, ma commission, c'est après signature. Et quand la signature arrive, parce qu'une fois que tu as signé le bail, que tu payes, que tu ne payes pas, le bail est signé. C'est ça. Le bailleur ne peut pas refuser que tu entres dans la maison parce que tu n'as pas payé la commission de l'agent IMO. Donc ça fait que les deux se regardent en chien de faïence. Et donc il faut que chacun fasse un effort. Toi, tu acceptes de dire, OK, allez, je vais prendre un agent IMO. Je me dis, allez, j'ai quoi? J'ai peut-être un budget de 20, 30 000. Ce que moi, je déconseille, c'est les frais d'ouverture de dossier pour des agences qui n'ont pas de bureau physique. Ok. Déjà, ça, c'est la base. Mais pour les visites, tu peux te faire avoir, il n'y a pas de problème. Il faut que tu aies ton budget. Tu dois avoir ta limite. Peut-être 15 000, peut-être 20 000, pas au-delà. Et si tu peux insister que tu payes la visite après avoir réellement fait la visite. Et qu'il faut qu'il t'envoie les photos avant la visite. Ne jamais aller visiter un bien pour lequel tu n'as pas reçu la photo. Ça, à 80% des cas, ça ne va jamais être conforme à ce que tu veux. Il va te faire visiter n'importe quoi. Donc, la première chose, c'est de se dire, OK, je sais que je vais me faire arnaquer, mais il faut que je limite simplement la casse. Premier point. Deuxième point, tu ne fais pas d'ouverture de dossier à quelqu'un dans la rue, dans un resto, dans un bar, dans son bureau, dans son agence. Il doit avoir une agence pour pouvoir, comment on appelle ça, prétendre à ce type de prestation. Tu ne peux pas être quelqu'un qui n'a même pas d'agence, tu dis qu'on ouvre les frais de dossier. Quel dossier? Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, négocier au mieux que vous pouvez les frais de dossier, les frais de visite après la visite. Ou alors devant la maison. Oui. Pas que tu me déposes, que je n'ai pas l'argent pour me déplacer, il me faut l'argent devant la maison, je te donne les frais de dossier devant la maison. Et aussi l'autre chose aussi, en fait, c'est que il y a tellement de méfiance, c'est que parfois, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est que ils craignent tellement qu'ils te montrent la maison, tu donnes même les frais de visite, mais après tu reviens sans lui pour justement aller payer. Pour ne pas payer le mois de commission. Qu'est-ce qu'ils font? La maison, par exemple, je dis n'importe quoi. Mais est-ce que tu connais celui qui est détenteur de la maison, le propriétaire, tu ne le connais pas? Même si je le connais pas, il n'a pas les voisins. Hein. Est-ce que la dame qui fait le call box ne le connaît pas? Est-ce qu'il va pas s'évaporer dans la nature et que l'agent IMO l'a connu comment? Mais par contre, tu sais comment ils font maintenant? Que la maison, par exemple, va se trouver à un point X.
il va te donner rendez-vous à un point Y. Il va te demander d'abord les frais de visite. Et donc, il va voir ton sérieux avant de t'amener maintenant visiter. Donc, jamais, tu vas voir, il va te mettre la pancarte, il va te mettre un point de référence, il va peut-être mettre ça dans un carrefour, un endroit comme ça va être son point de référence, qu'il te donne rendez-vous, il te donne rendez-vous là-bas. Parce qu'il peut te donner rendez-vous, Non, je comprends très il peut bien. te donner rendez-vous, tu ne l'appelles même plus, et tu C'est le ça. contournes, tu pars pour voir la maison sans lui. C'est ça. Donc, même la première visite, tu l'as fait sans lui. Parce que il faut qu'il te donne bien rendez-vous pour que vous voyez. Donc, imagine, il te donne rendez-vous devant la maison. Tu peux même partir, même 2 jours après, ou ne même plus prendre son appel et tu pars même 2 jours après, puisque tu connais déjà, tu as déjà les photos de la maison. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va te donner rendez-vous peut-être, il va te donner les photos de la maison, mais il va te donner rendez-vous peut-être même à 2-3 kilomètres de la maison. Ça fait qu'avec les images, ça va être difficile que tu retrouves la repérer maison. le retrouver lieu. la maison. Donc, ça fait que, en fait, les gens se regardent tellement, il y a tellement une atmosphère de méfiance que c'est grave. Voilà, après les biens que tu as déjà du côté de Bonang, ça veut dire nous sommes à 1, 2, 3, 4. Les perspectives à court et à moyen terme, Lucas, je ne vais pas parler du long terme, mais court et moyen terme. En réalité, à ce stade-ci, je veux vraiment me focaliser d'abord pour finir tous les travaux. Parce que comme tu le sais, le troisième, il est costaud. C'est ça. Et vraiment, l'objectif, c'est vraiment de finir. Le troisième, c'est un R+, Plus de, oui. plus 2, voilà. Donc l'objectif, c'est d'abord finir vraiment les travaux là-bas. Parce que Oui. ouais, on a une vingtaine d'appartements, c'est costaud. Donc l'objectif vraiment, c'est de vraiment finir les travaux là-bas avant de se positionner sur un autre challenge. Merci beaucoup, Lucas, de t'être Merci, prêté à mon cet Polo. exercice. Voilà, merci aussi les gars qui avaient suivi cette vidéo. Dites-nous ce que vous pensez dans les commentaires. On se dit à très bientôt.